Bonjour amis crypto-mineurs, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc dans cette vidéo on va revenir un peu sur les basiques du montage et de l'installation d'un OS, parce que la première vidéo que j'ai fait on voyait pas forcément très bien, donc j'espère que là ça sera un peu mieux cadré. Donc dans la première partie on va faire un peu le montage de base physique, donc l'installation de la carte mère, processeur, la RAM, ventilo, pour revoir ça. Parce que des fois on me pose encore pas mal de questions sur ce montage là, et ensuite on va voir comment installer HiveOS dessus avec un SSD. Donc on va faire l'installation de base pareil d'HiveOS pour démarrer un ordinateur dessus. Donc je vais pas refaire un montage d'un rig complet sur le châssis, mais au moins la base de pas faire de bêtises sur l'installation de la carte mère. Voilà. Donc on a besoin de quoi? Donc on a besoin d'un processeur. Voilà, donc là on est sur une carte mère Intel Z390, donc c'est socket 1151, et la génération, si je dis pas de bêtises, c'est 8e, 9e génération de processeur. Donc là on va installer un G4900, donc c'est largement suffisant pour faire du minage. Donc c'est pas un processeur qu'on va utiliser pour faire du minage sur CPU. Donc on va mettre un ventilateur de base, ça suffit largement. Voilà, donc pour l'installation du processeur sur le socket, on appuie sur le verrouillage, on l'ouvre. Il n'y a même pas besoin d'enlever la protection, vous allez voir, ça va partir tout seul. Donc on ouvre, donc là on voit apparaître le socket du processeur. Il faut faire hyper attention, les pins du processeur sont hyper fragiles. Donc là on voit que c'est bon. Et donc le processeur, pour le mettre, il y a une position. Donc on voit qu'il y a un petit signe en triangle. Et donc faut le mettre bien en bas à droite sur le socket. Donc on voit que sur le socket, bon, faut le savoir, hein, il y a un petit point blanc. Voilà, donc faut le mettre bien la pointe en bas à droite. On le pose délicatement sur le socket. On referme. Et là, en reverrouillant, bim, la protection elle est partie toute seule. Voilà, donc on va enchaîner sur le ventilateur. Alors le ventilateur, vous voyez, il a déjà dessus de la pâte thermique. Donc en général c'est suffisant, hein, quand on ne fait pas du minage sur CPU, hein, qu'on l'utilise vraiment juste pour le système. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Le CPU n'est pas sollicité. Voilà, donc c'est pareil, il y a 4 points sur le support de la carte mère. Donc on positionne, et après il suffit d'appuyer sur les 4 coins et d'entendre un clic, ou pas, mais c'est bon, il est bien mis. Ensuite le branchement, il faut alimenter le ventilateur du CPU. Donc là sur les cartes mères c'est souvent marqué, on le trouve souvent à gauche du CPU, et là il y a marqué CPU fan et IO pump, donc c'est celui de gauche, CPU fan, donc avec un 4 pins. Hop, voilà, et donc là le processeur est monté avec son ventilateur. Ensuite il reste à mettre la barrette de mémoire vive. Donc là, faut vraiment faire attention de regarder le type de mémoire et la fréquence supportée par la carte mère. Donc là, c'est de la DDR4 et j'ai mis une barrette de 2400 MHz. Donc c'est une carte mère qui pourrait supporter plus, mais bon, on n'a pas besoin de mettre des cartes mères de la RAM de combat. Et donc il y a 4 emplacements, il faut faire attention. Souvent, avec ces cartes mères là gaming, il y a un emplacement privilégié pour la première barrette. Si vous démarrez, ça risque de pas marcher, ou alors ça risque de vous mettre un message d'erreur. Et donc je sais que sur ces modèles là, il faut pas le mettre par exemple sur l'emplacement le plus proche du CPU. Et on voit que c'est indiqué les DIMM B1, DIMM B2, DIMM A1, DIMM A2. Il y a des petites étoiles, c'est pour indiquer lesquelles il faut mettre en premier. Donc là on va la mettre sur la DIMM B2. Donc c'est un peu contre-intuitif, hein, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on pourrait penser. Voilà.
Donc là maintenant qu'on a mis... donc là c'est vraiment le minimum à faire pour pouvoir démarrer ça. Donc là maintenant on va le démarrer. Donc on va passer à l'alimentation. Donc qu'est-ce qu'il faut brancher au minimum? Alors on va voir ça. Donc il faut d'abord brancher le gros câble 24 pins. Donc il faut faire attention, il y a un détrompeur, il y a un sens, hein, c'est bien marqué, il y a bien un sens et des détrompeurs. Donc ça c'est pour l'alimentation principale de la carte mère. Hop. Et ensuite il ne faut pas oublier, et des fois ça peut arriver qu'on oublie, il faut aussi alimenter le CPU. Et donc il y a deux formats pour alimenter le CPU. Sur cette carte mère là c'est un 8 pins. Et il y a des cartes mères, c'est là des fois on se fait avoir, il y a des cartes mères avec 4 pins. Et des fois on me dit, mais je comprends pas, vous me dites il faut brancher le CPU en 4 pins, mais je n'ai pas le 4 pins. Et c'est tout simplement parce que les câbles CPU qu'on trouve dans toutes nos alims, par défaut c'est des 8 pins, et en fait c'est des câbles qui se séparent en deux, et on peut obtenir 4 pins. Voilà, donc ça va vraiment dépendre du modèle. Donc sur les cartes mères de ce type-là gaming, on est souvent sur du 4 pins, hein, sur du 8 pins, pardon. Et sur les cartes mères de mining, où il y a des petits processeurs qui ne consomment pas trop, on va être sur du 4 pins. On va devoir le séparer en deux. Bon, ça c'est une vieille alimentation, donc il n'y a pas de raccord bien pour bien remettre en 8 pins, hein, c'est déjà un peu splitté. Voilà. Donc là on branche maintenant l'alimentation du CPU avec les 8 pins. Voilà, clic. Voilà, donc là on a vraiment le minimum, il faut alimenter la carte mère, alimenter le processeur. Et ensuite on va pouvoir démarrer tout ça et configurer la carte mère. Alors, donc l'affichage va passer par la carte mère, puisque le processeur il a une carte graphique intégrée, un circuit intégré. Donc on va pouvoir le brancher en HDMI. Il va falloir aussi brancher un clavier. Bon, c'est un peu le minimum, alors désolé pour le petit bazar. Hop. Et je pense que ça suffit. Ensuite, il faut allumer... Ah oui. Alors pour pouvoir lancer la carte mère, il va falloir mettre un bouton Power Switch. Donc voilà. Donc j'ai ramené un bouton Power Switch. Donc c'est un câble avec un bouton poussoir dessus. Et de l'autre côté, il y a deux petites pins à brancher directement sur la carte mère. Et donc ça va se trouver... Alors je sais pas si vous allez voir ça. Sur la carte mère, il y a marqué un petit peu à quoi servent les pins. Et donc là, on voit qu'il y a marqué, vous trouverez quelque part marqué PWR-SW, donc c'est Power Switch. Et donc là, sur le schéma, on voit qu'il faut les mettre ici. Voilà. Ensuite, on peut allumer l'alimentation. Voilà, donc on voit déjà que la carte mère, elle a des petites lumières qui s'allument. Et ensuite, on appuie sur le bouton poussoir. Donc là, quand c'est un premier démarrage, hein, qu'on vient d'installer un nouveau processeur ou une barrette de RAM, il faut parfois attendre un petit peu. Il y a parfois plusieurs démarrages. Donc là, non, on voit que, bon, bah non, il est rentré rapidement. Donc là, il nous dit, alors c'est là où par contre, il va falloir peut-être que je remette ma caméra dans un meilleur... Voilà, donc nous avons démarré la carte mère. Donc il nous indique un new CPU install. Donc oui, on a mis un nouveau CPU. Donc on va rentrer dans le BIOS. On va regarder. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder déjà? On peut regarder déjà que le processeur c'est bien le modèle qu'on a mis. La RAM, elle est bien reconnue. Et ensuite, on va aller dans le mode avancé. Donc il faut appuyer sur F7, c'est marqué sur l'écran. Advanced Mode F7. Voilà. Ça permet de voir aussi la version du BIOS. Donc là, c'est une version 2019. Donc ça vaudrait le coup de le mettre à jour. Je le ferai en hors caméra plus tard.
Donc nous allons passer à la configuration de la carte mère. Donc comme je disais, les cartes mères de gaming, il y a souvent une petite configuration à faire. Donc les principaux qu'on doit faire, c'est d'activer le Above 4G Decoding. Donc il faut que je le retrouve. C'est à quel niveau déjà? Et je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc là c'est dans System Agent, configuration Above 4G Decoding, donc il faut l'activer. Ensuite l'affichage, ça va dépendre un petit peu de la configuration. Donc là c'est en mode auto, donc si on branche une carte graphique sur le port PCI principal, même via un riser, l'affichage passera par la carte graphique. Et si on ne branche rien, comme là actuellement, bah, il est passé par le circuit intégré du processeur et on peut le forcer. Donc ça va dépendre des configurations. Sur ce type de carte mère là, on peut forcer à rester par l'affichage par le CPU. Ou sinon, si on met PCIe ou PEC, c'est passé par une carte graphique qui est branchée. Ça va vraiment dépendre. Donc là, si votre processeur n'est pas capable de gérer beaucoup de PCI lane, comme sur les AMD Athlon 3000G, là il faudra plutôt passer par désactiver le circuit intégré graphique qui mange des PCI lane et de passer par une carte graphique. Bon, j'espère que j'ai pas été trop compliqué. En tout cas, sur les Intel en général, on peut quand même passer par la carte intégrée. Voilà. Ensuite, en général, on va régler la vitesse. Donc en général, on est sur du Gen 2 ou du Gen 1 quand il y a un peu d'instabilité. Donc là, je vais mettre Gen 2. Et vérifier aussi, ensuite au niveau du module de boot, de ne pas être en mode CSM, d'être en mode UEFI. Donc là, le CSM il est désactivé, donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et voilà, et donc ensuite on peut valider ça. Save change. Donc là il nous remet on a activé le 4G decoding, on a forcé l'affichage par la carte, le CPU, par le CPU, et on est passé en Gen 2 sur la vitesse PCI Express. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'installation d'IveOS. Voilà, donc pour installer IveOS sur le disque SSD, vous allez avoir besoin de cet appareil là. Donc c'est un SATA to USB. Donc ça permet de brancher le SSD comme si c'était une clé USB. Donc on peut trouver cet appareil là SATA to USB sur Amazon, ça vaut une dizaine d'euros. Donc on le branche tout simplement sur le SSD. Ensuite je vais brancher le SSD en USB sur l'ordinateur. Voilà. Et après qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le site d'IveOS, dans la section installation, install. Il faut télécharger l'OS, donc c'est un gros fichier qui correspond au système d'exploitation. Donc IveOS c'est basé sur un Linux, Ubuntu. Donc vous pouvez télécharger le zip tout simplement. Après il faudra dézipper l'image IveOS. Et ensuite il faudra que vous installiez un logiciel qui permet de flasher sur le SSD IveOS. Et donc eux ils préconisent d'utiliser Balena Etcher. Donc vous le téléchargez ce petit logiciel, et une fois que vous l'avez téléchargé, installé, vous l'ouvrez. Et donc là il faudra sélectionner le fichier IveOS à flasher. Donc là moi il est là, IveOS 06.211 stable, version stable. Donc il fait 7 Go ce fichier là. Donc c'est pour ça, bon après suffit d'avoir un SSD de 120 Go, ça suffit. Voilà, j'ai sélectionné le fichier. Le target, c'est mon disque de SSD 120 Go. Hop, sélectionner, flash. Êtes-vous sûr? Oui. Voilà, donc là c'est en train de flasher, c'est assez rapide. Et donc on va se retrouver juste ensuite pour configurer, démarrer IveOS et configurer IveOS. Alors du coup nous avons installé IveOS sur le SSD. Donc j'ai branché le SSD sur la carte mère, donc juste pour vous montrer. Le SSD il a une partie d'alimentation, donc qui vient donc il y a un câble SATA qui vient de l'alimentation.
et un câble toujours qui s'appelle SATA aussi, qui permet de communiquer avec la carte mère, qui est branché sur un des emplacements SATA de la carte mère. C'est marqué dessus, on peut voir, c'est marqué SATA. Donc il n'y a que ça à faire, et ensuite on relance la machine, et donc normalement iOS va se lancer automatiquement. Voilà, donc ça c'est l'écran du menu de démarrage iOS. Voilà, donc iOS va se lancer. Alors j'ai oublié de connecter, il ne faut pas oublier de brancher internet, hein, de mettre un câble Ethernet. Là je suis en train de le faire à côté. Voilà. Voilà, et donc qu'est-ce qui se passe au premier démarrage? iOS vous demande de taper le serveur API URL. Alors je vais essayer de me coller sur l'écran. Voilà. Serveur API URL. Et donc là, bon, c'est la valeur par défaut, hein, donc faut appuyer sur Entrée. Ensuite, il va demander de remplir un Rig ID et un password. Donc là, je vais mettre n'importe quoi, c'était juste pour vous montrer. Le Rig ID, voilà, pardon, il faut mettre un numéro quand même, et un password. Voilà, tac, tac, tac. On valide tout ça, et là, normalement, après, le rig, il est connecté. Là, c'est pas le cas, puisque on n'a pas encore fait la configuration dans l'application iOS. Donc on va regarder ça tout de suite, comment obtenir un Rig ID et un password. Voilà, donc afin de finir l'installation d'iOS, donc on a branché le iOS sur le rig. Donc on est en attente de mettre un Rig ID password, donc il faut aller sur le site web iOS, se connecter, ou alors télécharger l'application mobile et passer via l'application mobile. Si c'est la première fois que vous utilisez iOS, il va falloir au début créer une farm, donc lui donner un nom, valider. Ça fera apparaître votre farm. Ensuite, dans la farm, toujours en haut à droite, le petit bouton plus, vous allez pouvoir ajouter un worker. Voilà. Et donc là, vous allez avoir le choix entre différents types de workers, des ASIC et des rigs, GPU, CPU, HDD. Donc là, on va sélectionner un rig. Et donc là, il propose de soit faire une installation, une nouvelle installation, ou soit de connecter un rig existant. Alors si vous choisissez Install New, alors là, en fait, finalement, il vous refait faire tout ce qu'on a fait depuis le début, de télécharger l'image d'iOS, d'installer ça sur un SSD, etc. Donc nous, ça, on l'a déjà fait. Donc on va faire la deuxième option. Donc je reviens. Connect existing rig. Connect rig if iOS is already installed. Donc oui, on a installé iOS sur le SSD. Et donc là, il nous a généré un Rig ID et un password. Et c'est ça qu'il va falloir rentrer sur la machine. Et donc pour le rentrer sur la machine, il suffit de relancer et par défaut iOS va se mettre en mode d'installation. Donc il va proposer de taper le Rig ID et le password. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre un autre worker qui tourne déjà. Une fois que c'est fait, votre worker va apparaître. Donc il aura un nom généré automatiquement par iOS. Et là vous pourrez le changer dans les settings du worker. Donc si vous faites settings, vous pourrez changer le nom du worker. Donc là mon worker s'appelle worker 11. Donc là c'est un petit rig avec 4 cartes graphiques qui tournent dessus. Et donc bon, déjà je vous fais un petit tour d'horizon rapide d'iOS, de votre worker. Donc quand vous êtes sur worker, vous voyez les informations depuis quand il a été booté, depuis quand le mineur tourne, son adresse IP, la version d'iOS. En haut à droite, vous avez un menu d'action sur le worker, les power actions, vous pouvez rebooter, éteindre le worker, vous pouvez mettre à jour et vous voyez les dernières nouveautés qui sont apparues dans iOS et dans les logiciels de minage, dans les mineurs. Donc vous pouvez upgrader à distance votre rig. Vous pouvez lancer des commandes à distance, par exemple NVIDIA Driver Update pour remettre à jour les drivers NVIDIA. Vous pouvez
sélectionner une flag sheet. Donc là, on va voir tout à l'heure comment configurer une flag sheet ou feuille de route. C'est ça qui permet d'indiquer au worker qu'est-ce qu'on veut lui faire faire. Donc pour démarrer le minage. Voilà, vous pouvez faire un accès distant. Alors, à EvoS, qu'est-ce que ça veut dire accès distant? Ça ouvre une console sur votre navigateur web, comme si vous étiez branché directement sur l'ordinateur en ligne de commande. Ensuite, voilà, vous avez le auto fan settings, vous pouvez l'activer et dire à EvoS de gérer automatiquement la vitesse des ventilateurs, des cartes graphiques, avec une température cible. Donc là, par défaut, c'est marqué 70 degrés, target pour la partie core. Évidemment, si vous vouliez l'activer, 70 degrés, moi je trouve que c'est trop élevé, il faudrait être à peu près sur une cible à 60 degrés. Et voilà, et donc vous pouvez configurer le minimum, la vitesse minimale des fans et maximale. Donc là-dessus, moi en général, ce que je mettrais, ça serait au minimum 50% quand même. Ça va pas les user plus que ça. Et des fois, on est obligé quand même, selon certaines cartes graphiques qui vont beaucoup chauffer, il faut lui laisser 100% parce que des fois, vaut mieux qu'une carte ne chauffe pas trop et que les ventilos soient à 100% plutôt que de se limiter à 80% et que la carte chauffe beaucoup trop. Ce qui est important, c'est que la carte ne dépasse pas trop certaines températures. Donc idéalement, c'est bien de ne pas être au-dessus des 60 degrés en rythme de croisière. L'été, ça peut monter parfois à 70, 72. Il faut que ça reste, on va dire, temporaire. Voilà. Et de toute manière, EvoS va couper va stopper le minage si une des cartes atteint 90 degrés. Dans tous les cas, même si ce n'est pas activé l'autofan. Moi personnellement, je ne l'utilise pas l'autofan, je règle moi-même les pourcentages de ventilo. C'est par habitude. Chacun peut faire comme il veut. Donc voilà, donc il y a différentes actions sur le worker, c'est en haut à droite. On retrouve le tableau donc avec les cartes graphiques, avec le hash rate en mégahash par seconde, la température de la carte. Donc sur les cartes Nvidia, c'est la température du GPU, le pourcentage de ventilation, la consommation estimée, et on retrouve les infos d'overclocking. Donc principalement sur la Nvidia, on va retrouver le core clock, le memory clock et le power limit en watts. Et donc ça va, je vous conseille de les régler avant de lancer le minage pour pas avoir de problème au niveau électrique. Si une carte graphique, si vous ne réglez pas le power limit ou le core clock comme il faut, elle risque de, au lieu de tourner à 130 watts comme cette 3060 Ti, elle peut monter à 200 watts. Et si toutes les cartes se mettent à faire ça, vous risquez d'atteindre les limites de votre alimentation. Voilà, donc pour faire un overclocking, il suffit de cliquer soit sur la ligne de la carte où il y a un petit compteur de vitesse, soit sur le compteur où il y a marqué All. Donc si on va sur une carte, on peut changer les settings. Si on ne connaît pas les settings, on peut googler ça. Donc on tape RTX 3060 Ti Mining Settings, Overclocking Settings en Google. Ou alors pour avoir un premier réglage de base, vous pouvez aller dans les Popular Presets. Et donc vous sélectionnez votre coin, l'Ethereum, le modèle de la carte, donc 3060 Ti, et vous voyez les réglages les plus populaires qui ont été faits par les utilisateurs d'EvoS. Donc là, donc c'est une base, ça peut permettre de voir les réglages qui se retrouvent. Donc là on voit encore, c'est souvent moins 500 qui est mis. Et en memory, ça va à 2002, 2004, 1008. Donc là, ça varie un peu plus. Les réglages mémoire peuvent changer en fonction de la marque de la mémoire. Voilà, et power limit, on a du 130, 130, 165, 125, 130. Bon, on est beaucoup sur du 130. Voilà. Mais au minimum, réglez le power limit, la consommation électrique, pour pas exploser vos alimes. Ensuite, pour trouver un réglage stable, vous pouvez juste régler le power limit, lancer le minage, et ensuite optimiser en augmentant la fréquence mémoire, en optimisant la vitesse core. Mais ça va dépendre aussi pour la fréquence mémoire de la marque de la mémoire. Donc là on peut voir sur ces mêmes 3060 Ti GB, il y a des fois c'est de la GDR6
Samsung et des fois c'est de la GDR6 Inix. Et donc ça change évidemment le réglage de la mémoire. Donc là on est à 2400 sur les Samsung, on est à 1800 sur les Inix. Donc ça c'est à savoir si vous faites un mauvais réglage, votre rig va planter. Voilà, donc on retrouve des informations en bas. Le load average c'est la charge système. Donc si votre rig est instable et qu'il y a un mauvais réglage overclocking, le load average peut monter en flèche et vous aurez un message d'erreur, de warning. Vous retrouvez la température CPU. Vous voyez le CPU, ça chauffe pas un CPU dans un rig de minage qui ne fait rien d'autre, 26 degrés, etc. La mémoire RAM disponible, la consommation théorique, et on retrouve les versions des drivers Nvidia AMD. Donc ça c'était le petit tour d'horizon. Donc pour que votre nouveau worker qui a été installé, on lui fasse faire quelque chose, il faut créer une flag sheet. Voilà, donc flag sheet. Donc là moi j'ai un paquet de flag sheet, on va en créer une nouvelle. Je vais vous montrer un exemple. Donc add new flag sheet. Il va falloir lui dire le coin à miner. Donc là on va prendre l'Ethereum. On va lui dire je veux miner l'Ethereum et je veux recevoir l'Ethereum que je vais gagner sur un wallet. Donc là il y a différents types de wallets. Donc le wallet il se configurera dans un autre formulaire dans iOS. Et donc là en wallet, moi j'ai déjà un wallet Coinbase et Binance par exemple. Donc vous avez différentes possibilités de wallet. Ça peut être un exchange wallet, donc une plateforme en ligne qui va stocker pour vous alors pas les coins mais la clé privée qui permet de récupérer, de retirer et de recevoir de l'Ethereum. Donc il y a ce qu'on appelle des exchange wallets, donc type Coinbase, Binance, etc., Kraken. Voilà. Ensuite il y a des wallets sous forme physique aussi, il y a les ledgers. Donc c'est une sorte de clé USB qui va contenir votre clé privée qui permettra de récupérer vos fonds. Et il y a aussi des wallets sous forme d'extension Chrome, d'applications, donc il y a MetaMask, etc. Voilà, donc vous sélectionnez un wallet. Vous sélectionnez la pool de minage. Donc la pool de minage, c'est le mineur va envoyer les résultats du minage à une pool. Et l'avantage de travailler en pool, en groupe, c'est que les gains sont répartis. Puisque le minage c'est d'arriver à trouver des blocs, à miner des blocs, et si vous miniez tout seul dans votre coin, ça peut prendre beaucoup de temps, et donc en général c'est beaucoup plus rentable de miner dans une pool. Donc on mine dans une pool, donc il y a différentes pools, les plus connus, il y a Ethermine, il y a Nanopool, moi j'utilise personnellement Flexpool. Il y a Crazy Pool aussi, on en parle un petit peu en ce moment. Ils avaient des choses intéressantes. 2Miner. Voilà, donc il y a différentes pools avec des petites différences en termes de ce qu'on peut faire avec. Mais globalement, elles vont nous payer à peu près la même chose. La rentabilité va pas varier beaucoup selon les pools. En tout cas avec celles que j'ai citées là. Donc on en sélectionne une. Bon bah moi j'utilise Flexpool au hasard. Donc quand vous sélectionnez la pool elle a des serveurs dans le monde et donc il faut choisir le serveur qui est le plus proche de chez nous. Donc en France ça va être l'Europe Germanie. Et ensuite il faut sélectionner le mineur, le logiciel de minage, c'est lui qui va faire le travail. Donc là il y en a de différents types. On peut voir dans la liste qu'il y a des mineurs qui gèrent Nvidia et AMD. Il y a des mineurs qui ne gèrent que l'un ou que l'autre. Et donc à ce niveau-là, historiquement sur les Nvidia, si vous avez que des Nvidia, historiquement T-Rex Miner qui sait gérer que l'Nvidia, c'est le meilleur. Et son pendant chez AMD, c'est Team Red Miner. Voilà. Mais chacun, ils ne savent gérer que l'un ou l'autre. Si vous avez un rig mixte, c'est pas grave, ça marche aussi. Vous pouvez utiliser par exemple Gminer, il gère très bien les deux. Nvidia AMD, moi c'est ce que j'utilise personnellement. Ou vous pouvez aussi utiliser NBMiner. Voilà. Après, voilà, il y en a plein d'autres. Je vous mets ceux que j'ai utilisés. Il y a LOLminer aussi, qui est connu. Ensuite, ce qui va déterminer le choix du mineur, c'est aussi si vous avez des cartes LHR ou non LHR. Donc je suppose que vous avez
de fortes chances d'avoir des cartes LHR. Et donc le LHR consiste à brider les cartes à 50%. Mais on arrive à contourner ça donc avec certains mineurs. Et celui qui a ouvert le bal, c'est NB Miner. Et donc je vous recommande d'utiliser NB Miner. Et en plus il gère AMD et Nvidia sur vos rigs si vous avez des cartes LHR. Les autres mineurs s'y sont mis aussi. Donc T-Rex, Gminer aussi permettent de débrider partiellement les cartes. Mais en ce moment c'est NB Miner qui a toujours une petite longueur d'avance. Donc NB Miner permet de débrider à 74, d'avoir 74% du plein potentiel de la carte. Donc je vous recommanderais de mettre NB Miner. Voilà. Ensuite, vous donnez un petit nom à votre feuille de route, à votre flysheet, hein, Ethereum, Binance, Flexpool, NB Miner. Vous validez. Et une fois que la flysheet elle est créée, vous retournez sur votre worker. Donc on va retourner sur notre petit worker avec nos 4 cartes. Et on va aller dans l'onglet flysheet. Et on va aller sélectionner la flysheet qui nous intéresse. Et là, pas de surprise, c'est des 3060 Ti LHR. Donc je leur ai fait miner de l'Ethereum avec NB Miner, puisque c'est lui qui gère le mieux le débridage. Et donc on peut voir ça. Ces cartes-là, normalement, devraient miner à 100% à peu près 60 MHS. 62, entre 60 et 62. Elles sont bridées par défaut à 30 MHS. Et donc là, avec NB Miner, on arrive à avoir des cartes qui minent à entre 42 et 44, voire 45 MHS. Donc on retrouve à peu près nos 72, 73, 74% au lieu des 50 du bridage de base. Donc ça c'est vraiment intéressant, donc je vous recommande d'utiliser NB Miner par exemple. Voilà, et donc une fois que vous avez sélectionné la flysheet, le minage va se lancer automatiquement, et donc il faudra bien vérifier que vous voyez bien apparaître le minage, les méga hash, et aussi il faudra vérifier que les partages qui vont être faits sur la pool, hein, donc le minage on partage des résultats, donc les partages il faut bien vérifier qu'ils soient à peu près à 99% ou plus de partage valide. Et donc là on voit j'ai 100% de A accepted. Voilà, donc les A c'est les accepted, et je pense que ça sera R pour les rejected, invalide. Voilà, donc j'ai 100% de valide. Donc ça, il faudra juste vérifier. Et ensuite, alors pour vérifier votre sur la pool de minage que vous allez bien recevoir que tout est bon, vous allez sur le site web de votre pool de minage. Donc moi par exemple c'est flexpool.io. Vous allez rentrer votre adresse wallet Ethereum. Là j'en ai pas tout de suite sur moi, et là vous pourrez voir le hashrate qui est le hashrate qui est sur la pool, et c'est ça vraiment qui fait foi, et c'est la pool qui va vous payer. Alors voilà, j'espère que voilà ce tuto était pas encore trop long, et que ça va vous permettre de pouvoir démarrer de zéro, installer rapidement la carte mère, la configurer, installer IveOS, configurer la flysheet, lancer le minage, aller sur sa pool de minage, vérifier que voilà ça se passe bien, et voilà, c'est vraiment la base. Ensuite vous pourrez approfondir tout ça. Voilà, à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Salut.